Et pourquoi ? Tout simplement pour apporter toujours plus d'effets waouh quand on leur fait. C'est assez brutal, c'est de dire non. Ouais. Mais ça, au final, c'est une chance. C'est-à-dire que Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast e-commerce Légende, un podcast où on reçoit parfois des marques, parfois des partenaires, mais toujours autour de l'e-commerce. Aujourd'hui, j'ai le privilège de recevoir Geoffrey Joinet, que j'ai rencontré il y a maintenant 6 ans, au tout début de mon aventure chez ShipUp. Il avait une casquette de Head of Customer Care chez Cheers avec 2 principales missions. La première, c'était d'améliorer la rétention de leurs clients et la deuxième, de faire baisser les taux de contact au service client. Ce que je vous propose, c'est tout de suite de passer le micro à Geoffrey pour comprendre un petit peu son parcours, qu'est-ce qui l'a motivé à investir dans le Customer Care et surtout de passer d'un Mythic à un Cheers et en passant par la Pet Food également jusqu'à la création de son cabinet focus sur le Customer Care. Merci Didier pour l'invitation. Effectivement, je suis tombé dans le Customer Care il y a quelques années maintenant avec Mythic, comme tu le mentionnais, tout début des années 2000. Donc c'était une expérience assez atypique, on va dire, pour cette époque. Et mon rôle consistait effectivement donc à scaler la relation client française. Donc j'ai fait 3 ans sur place. Je suis parti ensuite en Angleterre pour découvrir un petit peu le fonctionnement de l'expérience client, de la relation client sur place. Et donc en prenant en charge une équipe d'une société américaine qui était, elle, dans la photographie. Suite à ça, j'ai été muté à San Francisco pour reprendre l'équipe Customer Care au niveau global, donc monde, où j'ai pu apprendre un maximum de choses effectivement sur toutes les stratégies d'expérience client directement aux États-Unis. Je suis revenu ensuite en Angleterre pour Photobox cette fois-ci, donc toujours avec tout ce qui est business de l'impression qui me tenait à cœur à l'époque. Donc là, pour essayer d'implémenter justement certaines de ces stratégies que j'avais pu apprendre aux US. Et donc Photobox, j'ai fait des allers-retours entre Paris et Londres pour justement piloter des équipes qui étaient en charge de la relation client, de l'expérience client, pour ensuite finir effectivement chez Cheers. Nous on s'est rencontrés d'ailleurs dans le cadre d'une implémentation ShipUp. Et Cheers, comme tu le mentionnais, c'est un gros enjeu de satisfaction client, gros enjeu de rétention et surtout de réduction des coûts puisque c'était une start-up en plein scale, donc on avait d'énormes challenges dessus. Donc j'ai passé quelques années avec Cheers pour ensuite faire un petit crochet par le tourisme, en pleine pandémie d'ailleurs. C'était une drôle d'aventure aussi chez campings.com. Et ensuite je suis passé sur un secteur complètement différent, donc le pet food avec Jaffi. Et pour au final monter effectivement quelques temps plus tard notre cabinet de conseil, donc Kerd, que tu as mentionné dans l'intro. Avant que tu nous dises un petit peu plus pour Kerd, j'ai une petite question parce que ça me titille un petit peu. À quel moment ou qu'est-ce qui t'a motivé à te dire je vais avoir vraiment un focus sur le Customer Care et le client final? D'où te vient cette passion? Parce que c'est quand même assez difficile au quotidien de traiter avec la satisfaction ou l'insatisfaction des clients. Enfin, qu'est-ce qui te motive à faire ça aujourd'hui? Ce qui m'attirait à l'époque et ce qui m'attire encore aujourd'hui, c'est le fait qu'il y ait potentiellement tout à faire puisque tout se réinvente très souvent. Il y a des nouvelles normes, il y a des nouvelles tendances, c'est-à-dire plus on va placer la barre haut, notamment avec certaines DMVB parisiennes qui ont vraiment mis la barre très haut d'un point de vue expérience client, on va pouvoir donc en permanence découvrir de nouveaux terrains de jeu, de nouveaux challenges. Et c'est ça qui est absolument passionnant. On peut faire place à de nouvelles idées avec de l'audace, avec vraiment des focus très axés business. Auparavant, c'était peut-être pas le cas. On était peut-être un peu plus timide justement dans l'expérience client. Et aujourd'hui, les nouvelles attentes des consommateurs nous permettent vraiment d'aller chercher des challenges qui, je pense, sont inégalés en termes de rapprochement avec le business, en termes de stratégie de satisfaction client. Donc c'est ça qui me passionne et qui me fait vibrer aujourd'hui dans l'expérience client. C'est vrai ce que tu dis parce que j'ai le sentiment en fait que les DNVB ont été un peu dans le contre-pied, tu vois, des plus gros retailers, c'est qu'ils se sont dit en fait nous on va investir sur le client final pour créer vraiment un lien avec lui, le fidéliser et ce qui va sur le long terme améliorer ou augmenter ce qu'on appelle la lifetime value des clients, ce qui n'était pas du tout le cas de très gros noms du e-commerce qui étaient plutôt dans l'acquisition. J'expédie mon colis, après je vais recramer X milliers d'euros dans l'acquise. Aujourd'hui, on a un spectre qui est totalement différent parce qu'on le voit que un client fidèle rapporte beaucoup plus d'argent qu'un client, on va dire, occasionnel.
Effectivement, on s'est rendu compte que la fidélisation coûtait moins cher que l'acquisition. Donc, il y a une nouvelle vague, on va dire, dans les normes Customer Care qui s'est développée et qui consistait effectivement à miser sur la rétention client. Et aujourd'hui, le meilleur moyen de miser sur la rétention client, c'est quoi? C'est bien évidemment l'expérience client. Donc, ça va être l'expérience client pré-achat, post-achat. C'est toute l'expérience que va vivre un consommateur au moment de choisir son produit et également au moment du déballage et aussi de tout justement la partie relation client qui va potentiellement devoir solliciter avant ou après la réception de son paquet. Et donc toutes les stratégies qui doivent être développées aujourd'hui doivent prendre en compte ces nouveaux aspects-là, ces nouveaux enjeux donc, qui sont directement reliés au cœur du business, à savoir la rétention, la fidélisation client. Du coup, on peut peut-être dire merci à toutes les DNVB qui ont éclos il y a quelques années parce qu'ils ont permis au client final d'être beaucoup mieux considérés et mieux traités sur la relation client. Alors, elles ont ouvert effectivement un boulevard en termes déjà de connaissance du client. On n'a jamais eu autant de data qu'aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose qui, les profils comme nous qui misons sur l'expérience client et la relation client, avoir ces nouvelles sources de data, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel pour justement aller chercher de nouvelles stratégies toujours plus loin. Et effectivement, on peut leur dire un grand merci d'avoir démocratisé, on va dire, cette ambition de l'expérience client et surtout d'avoir montré, notamment aux grands groupes, comme tu le mentionnais tout à l'heure, montrer qu'un investissement dans l'expérience client pouvait avoir des impacts considérables sur certains aspects business et je pense notamment à la transformation et la rétention client. Ouais, c'est sûr, on est encore un petit peu dans l'évangélisation de ce nouveau spectre, mais c'est vrai que les grands groupes aujourd'hui se penchent de plus en plus sur le sujet pour le coup. Une autre question, qu'est-ce qui t'a toi motivé, parce que tu as quand même été salarié de plusieurs boîtes qui ont des noms assez connus, Mythic, Photoboss, Cheers ou autres. Qu'est-ce qui t'a motivé à te dire je vais faire le switch de passer du salariat à être entrepreneur et monter ton cabinet Caird? Alors, très bonne question, mais je pense que c'est principalement lié à cette excitation de découvrir des nouveaux terrains de jeu, comme je mentionnais tout à l'heure. C'est vraiment ce challenge permanent, en fait. C'est vraiment de se dire que chaque marque est différente, chaque secteur d'activité est différent. Et on va vraiment pouvoir imaginer des stratégies un peu sur mesure pour chacun d'entre eux. Et c'est ça que je recherchais à cette époque-là, c'était d'aller toujours plus loin, de tester toujours plus d'audace. Et aujourd'hui, l'audace, c'est devenu, je pense, un élément indispensable justement dans l'implémentation d'une expérience client. Et quoi de mieux de faire ça au quotidien en créant donc son propre cabinet de conseil et essayer de trouver des marques qui ont un peu la même vision que nous sur ces aspects-là. Ok. Et donc aujourd'hui, si moi demain je veux faire appel à Caird pour améliorer mon Customer Care, c'est quoi la valeur de proposition que vous souhaitez délivrer à vos clients et comment vous les accompagnez sur ces livrables pour le coup? Alors, il y a plusieurs choses. La première chose, ça va être déjà de faire en sorte que chacun comprenne quelles sont les normes et les tendances actuelles en relation client. Et c'est aussi la démarcation. Comme tu viens de le dire, l'apport de valeur, ça se passe en grande partie par la démarcation pour toutes les marques, pour toutes les DNVB et même les grands groupes à terme. L'idée, c'est de se dire comment on va pouvoir taper très fort sur l'expérience client pour être suffisamment démarquant pour rester top of the mind quand un client vient bencher différents produits. Okay. On accompagne énormément sur ces stratégies de différenciation, énormément sur la remise aux normes de Customer Care qui parfois est devenue un peu obsolète au fil des années, surtout avec l'évolution qu'on connaît aujourd'hui. Ça change littéralement tous les trimestres, on a l'impression. Donc c'est remettre un peu à jour tout ça et surtout de créer tout simplement ce qu'on appelle nous des parcours demandeurs, c'est-à-dire on a plusieurs types de demandeurs dans un business, avant l'achat, post-achat, durant l'achat. C'est d'être certain en fait en prenant connaissance de tout ça qu'on apporte la bonne expérience aux bonnes personnes au bon moment. Et ça demande une certaine gymnastique, une certaine logistique. Et c'est aujourd'hui ce qui fait notre force de frappe. C'est un peu la secret sauce. Ok, donc du coup, tu es un petit peu dans l'hyper-personnalisation pour le client final. Si telle problématique m'arrive, je vais savoir la traiter pour que le consommateur pense qu'il est unique et qu'on lui offre la meilleure expérience sur sa problématique et que c'est bien ça? C'est exactement ça. C'est-à-dire aujourd'hui, face aux attentes des consommateurs, on ne peut plus faire une expérience client universelle. C'est quelque chose qui fonctionnait fut un temps. C'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on est vraiment dans l'humanisation, notamment post-pandémie. C'est quelque chose qui est ressorti de façon très forte. L'idée maintenant, ça va être d'aller toujours plus loin dans cette humanisation et dans cette, on pourrait presque appeler ça de l'hyper-personnalisation pour vraiment instaurer une expérience. Il faut vraiment que la relation client devienne une expérience client. Et le meilleur moyen de le faire, c'est effectivement de l'humaniser, de l'ultra-personnaliser, de créer, on va dire presque des personas dédiés à la relation client et d'imaginer des stratégies pour répondre à chacun de ces personas. Ok. Là, tu me tends une perche parce que tu parles beaucoup d'humanisation, mais je sais que lors d'une précédente expérience, tu
tu as mis en place un chatbot chez un e-commerçant. Qu'est-ce qui t'a permis de dire, OK, on va peut-être pouvoir investir dans un chatbot qui est totalement l'inverse de l'humanisation, si je puis dire, mais quelle est ta vision là-dessus? Est-ce que c'est quelque chose de bénéfique ou ça peut être quelque chose qui est contre-productif pour un e-commerçant? Alors pour la petite anecdote, j'ai toujours détesté les chatbots jusqu'au jour où l'un d'entre eux m'a sauvé la vie et c'était effectivement ce fameux chatbot qu'on a installé chez campings.com, donc qui vendait des séjours. Malheureusement, on était en plein dans la pandémie, le business s'arrête, la relation client se retrouve saturée de messages. On parle de une bonne dizaine de milliers de messages par jour. Donc ça devenait absolument ingérable avec des équipes en plus en effectif réduit du fait de la pandémie. Donc on avait fini par décider de passer par la case de chatbot, mais avec énormément de prérequis. Ce prérequis, c'était de ne pas casser l'image de marque, c'était de ne pas casser l'expérience client qu'on avait essayé de développer jusqu'à présent. Et ce chatbot, la première chose qu'on a fait déjà, c'était de le contextualiser par rapport à la pandémie, par rapport à la crainte que pouvaient avoir les voyageurs. Et également, avec un peu d'audace, essayer de lui donner presque une personnalité, malgré les sujets sensibles qu'il pouvait aborder, et être certain qu'il n'y ait pas de discontinuité entre une réponse, on va dire, apportée par le chatbot et le niveau de service qu'on attend d'un conseiller clientèle dans l'entreprise. Donc, on essayait vraiment de faire en sorte que j'ai presque envie de dire cette personne, donc ce chatbot, fasse partie intégrante de l'équipe, qu'il ait un rôle à jouer, qu'il ait des objectifs, des KPIs à respecter, peut-être même une période d'essai pour voir s'il est en mesure de répondre à nos clients durant la pandémie. Ouais. Ça a fonctionné, ça nous a littéralement désengorgé notamment les numéros de téléphone pour passer des réservations qui avant étaient saturées par des demandes d'annulation. Donc ce chatbot nous a littéralement sorti de crise. C'est important ce que tu dis parce que je suis intimement persuadé que sur la masse des milliers de messages que reçoivent les e-commerçants, il y a toujours une partie qui est peut-être infime ou importante, qui est toujours sur le même segment. Donc, on peut envisager de l'automatiser. Et donc, je pense que la venue d'un chatbot est une bonne idée. Et je vois chez des e-commerçants qui vont venir humaniser ce chatbot en l'appelant Thérèse, Didier ou n'importe quel prénom. Et tout ça, c'est quelque chose qui est magique parce qu'il ne faut pas oublier qu'un chatbot, en fait, est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et 365 jours par an. Donc, je pense aussi que avant j'avais la même vision que toi, j'étais contre parce que je me disais on va tomber dans un funnel où au final ils vont nous dire toujours la même chose. Mais aujourd'hui je pense que les chatbots s'améliorent de plus en plus. En plus avec l'arrivée de l'IA, je pense qu'on peut faire des trucs qui sont totalement dingues. Donc why not, j'ai envie de dire, mais il faut bien le paramétrer, bien l'encadrer pour qu'il puisse délivrer la vraie promesse pour le client final. Le seul moyen de parvenir à ça, c'est de l'intégrer comme un conseiller clientèle. Il faut le former dans un premier temps, notamment s'il y a de l'IA générative derrière, il va falloir le former. Il va falloir lui donner des objectifs, lui donner un scope. Donc exactement comme un conseiller clientèle. Et c'est ça qui permettra de s'assurer qu'il correspond à la valeur. Au cahier des charges, quoi, entre guillemets. C'est crucial aujourd'hui pour avoir un chatbot efficace et sans tomber effectivement dans certains pièges de la personnalisation, de l'humanisation où le chatbot nous fait un copier-coller d'un article FAQ qui fait 2 pages que personne ne va lire. Personne ne va le lire, on voit que c'est pas du tout humain, c'est pas attirant. Donc oui, il y a toute une série de prérequis et qui sont au final presque les mêmes que ceux d'un conseiller clientèle. Tu parles souvent, parce que moi je te connais depuis maintenant 6 ans, nos auditeurs pas encore, mais tu parles souvent en fait du rapprochement de la relation client et le branding. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ça? Alors effectivement, je pense que c'est quelque chose de crucial et qu'on a un peu tendance à mettre de côté. Je pense que même nous, en tant que consommateurs, on a été plus ou moins victimes de cette rupture entre le branding et le storytelling d'une marque et ce qu'on découvre ensuite derrière en relation client. Donc, ça peut être très déceptif. Ah oui, c'est déceptif. On a l'impression qu'on a été victime justement de storytelling qui n'était au final que du blabla marketing. Donc l'idée, c'est de stopper cette rupture et de faire en sorte que ce branding, ces valeurs, cette histoire qu'on essaie de transmettre aille sur l'intégralité de l'expérience client et même la relation client. Donc, en quoi ça consiste ? Tout simplement, en termes de discours, en termes de qualité de l'expérience, en termes de niveau de service, c'est de s'assurer qu'on soit en phase avec l'ADN de la marque, avec le branding, avec le storytelling qui peut aller derrière et que le client se sente dans le même écosystème et pas complètement séparé à partir du moment où il doit passer un coup de téléphone ou écrire un email pour un problème. Mais ça doit être un travail qui est assez pharaonique parce que tu as diverses relations de contact au service client. Comment vous faites pour tout schématiser, tout mapper et surtout, en fait, une fois que vous avez délivré ça à l'e-commerçant, comment vous faites pour être certain
que les nouveaux entrants au service client, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de turnover ou parfois des saisonniers qui viennent aider les e-commerçants dans des périodes de pic, comment vous faites pour que l'e-commerçant à qui vous avez proposé votre service puisse être certain que la base soit en fait bien compris, acquise une première fois, mais surtout dans le temps, parce que ça, c'est un vrai sujet. Alors effectivement, c'est un gros challenge. Tout ce qu'on essaye de développer, on le travaille également pour que ce soit adopté. C'est-à-dire, c'est pas imposer un changement, c'est pas transformer quelque chose sans le contextualiser, notamment aux collaborateurs qui vont le gérer au quotidien. Donc, gros travaux autour de l'adoption, et le meilleur moyen de faire adopter un projet, c'est d'expliquer en quoi il est important, en quoi il est même vital pour se remettre aux normes sur certains aspects. Et c'est aussi une montée en compétences globale. Donc on aime beaucoup travailler avec l'aspect collaboratif, c'est-à-dire on implique des conseillers clientèle, on implique leur manager pour justement brainstormer ensemble sur la relation client de demain au sein même de leur propre structure. Ça permet de définir une nouvelle vision. Cette nouvelle vision est votée, on va dire, par l'ensemble des collaborateurs qui voient très bien que c'est la direction qu'il faut prendre. Et ça fait donc une cohésion d'équipe assez forte autour d'un même projet. Et ce projet, c'est donc la transformation de l'expérience client. C'est très vrai ce que tu dis, parce que désolé, je te coupe, mais en fait, l'humain, par définition, tu vois, il est un peu réfractaire au changement. Moi, le premier, et puis avec l'âge qui grandit, je me rends compte que de plus en plus, je suis réfractaire au changement, aux nouvelles technologies qui me font un petit peu peur. Mais c'est important ce que tu as dit, c'est que en fait, ce que vous proposez, c'est pas venez chez moi, ça va être comme ça. C'est plutôt on va travailler sur une vision sur laquelle tous les collaborateurs vont adhérer, parce qu'en fait, s'ils n'y adhèrent pas, c'est un coup d'épée dans l'eau, quoi. Enfin, ça va fonctionner un mois et d'autres personnes vont plus se sentir traversés par cette vision et vont revenir dans ce qu'ils faisaient précédemment, ce qui est un petit peu leur refuge, quoi. Ah, c'est ça, mais ce qui nous aide à conserver cette vision dans le long terme, c'est tous les résultats, tous les indicateurs de performance qui vont pour certains repasser dans le vert ou même exceller par rapport aux attentes qu'on avait pu avoir. Donc c'est le fait que ce soit indéniable, c'est-à-dire on le voit factuellement avec des KPIs, ça fonctionne. Donc il n'y a aucune raison déjà de revenir en arrière et de retrouver des indicateurs qui n'étaient pas au niveau d'aujourd'hui. Donc c'est le meilleur moyen justement de conserver sur le long terme ce type d'approche. Ensuite, bien sûr, c'est un petit peu de gymnastique plutôt technique pour développer des écosystèmes qui soient durables et scalables. Donc ça, c'est un gros challenge aussi dans nos accompagnements, notamment avec les différents outils de relations clients. Et pour répondre à ta question de tout à l'heure, à savoir comment ça fonctionne, puisque effectivement c'est du sur-mesure pour chacune des marques et chacune des structures. On travaille beaucoup avec des ateliers, donc notamment collaboratifs, comme je le mentionnais tout à l'heure. Et l'idée, ça va vraiment être de sonder l'intégralité des opérations, l'intégralité des enjeux business, et nous faire preuve aussi de force de proposition sur des rapprochements avec des nouvelles tendances, ou tout simplement des normes qu'on pourrait venir faire matcher avec tous les challenges qu'on entend au sein de ces ateliers. Et ensuite, ça va être de définir une architecture opérationnelle. Donc, dans notre jargon, on l'appelle l'architecture, clairement, puisque c'est ça, à savoir construire une fondation, imaginer quels seront les piliers de cette nouvelle approche, et ensuite l'implémenter d'un point de vue technique avec les différents outils que peut avoir le e-commerçant qui nous a sollicité. Super important. Je sais que tu as accompagné en fait beaucoup de clients ShipUp sur la création de leur Customer Care, et tu es assez réputé. Enfin, j'ai de très bons retours de mes clients sur le fait que Cairn a réussi à leur créer une vraie expérience client. Je prends leurs mots, qui fait vraiment waouh. Est-ce que tu as quelques exemples à nous citer sur une expérience client où tu dis celle-là, elle était géniale pour cet e-commerçant et c'est vraiment le top, quoi. Je pense que le secret dans tout ça, c'est l'audace. Beaucoup, comme on le disait tout à l'heure, beaucoup n'osent pas encore franchir le pas, ne serait-ce que d'investir dans la relation client. Mais une fois qu'on a décidé d'investir dans la relation client, il faut bien le faire. Et l'expérience client, ce qui fait sa force, c'est justement le mot expérience. Donc, le meilleur moyen de créer de l'expérience, ça va être d'être plein d'audace, d'oser des trucs peut-être un peu fous, mais qui au final pourront avoir une réponse concrète à des enjeux business. Et pour répondre à cette question de l'effet waouh, si on veut créer un effet waouh, l'audace, c'est un prérequis non négociable. Donc oui, ça nous est arrivé parfois de proposer des choses qui peuvent sembler assez étonnantes, mais qui au final se sont montrées très efficaces. Et pour citer un exemple, on avait un pet fooders qui était vraiment avec un branding très très fort autour du chat, du chien, et on a complètement refait les parcours clients
sur les formulaires de contact, sur la relation client, axée autour des animaux, en mettant certains mots de vocabulaire, certains clins d'œil au fait d'être propriétaire ou, comme on dit, pet parent d'un animal. Donc ça a été très surprenant à la fois pour les clients, mais ça a permis un rapprochement avec le branding absolument délirant. Et la CSAT, donc qui est le score d'une satisfaction client post-contact, a littéralement bondi. On a atteint jusqu'à 98%. Cette marque s'appelait Pepette et on a été très très fiers de ce projet-là puisqu'on a littéralement transformé tout le parcours demandeur. J'ai presque envie de dire, corrige-moi si je me trompe, mais j'ai un peu l'impression que tu vois le Customer Card aujourd'hui, c'est un peu le marketing de l'ombre, mais qui sera vraiment mis en avant demain parce que c'est la prolongation de la voix de la marque et c'est surtout quelque chose à pas négliger parce que c'est un nouveau canal concrètement de communication sur lequel un e-commerçant peut capitaliser pour satisfaire le client ou peut-être faire des ventes supplémentaires en fin de parcours ou pendant un ticket entrant ou que sais-je encore, quoi. Oui, c'est ça, c'est au-delà du canal de communication, on pourrait presque appeler ça un canal d'acquisition, de transformation. Aujourd'hui, il y a certaines entreprises très axées autour de la donnée qui regardent le taux de transformation des clients qui sont passés par la relation client avant un achat et ceux qui ne l'ont pas fait. Et on voit l'impact positif que ça peut avoir. Même chose sur la rétention client. Quelle est la rétention client des personnes qui sont passées par la relation client versus ceux qui ne le sont pas? C'est absolument impressionnant en termes de résultats. Donc c'est un nouveau canal, c'est un nouveau levier pour le business. Et il faut le manipuler avec extrême précaution, effectivement, pour s'assurer que ça puisse être le cas encore longtemps. Et ce rapprochement, comme on disait tout à l'heure avec le branding, permet justement cette continuité que tu mentionnais et du coup d'exploiter toujours plus ce type de levier. Attention les e-commerçants, ne faut pas en abuser, mais spoiler alerte quand même, un client qui est content d'une marque, il sera beaucoup plus enclin à racheter. Et moi le premier, parce que je suis client je suis fidèle de certaines marques et je sais que je suis plus facilement dans l'optique de racheter parce que je connais la marque, je sais qu'elle va me porter entière satisfaction qu'une marque en fait que je viens de découvrir. Mais bon, il ne faut pas trop en abuser en faisant du marketing un peu ardos en mode rachète chez moi, quoi. Ou tout simplement essayer de dupliquer ce que fait tout le monde. Ça, je ne compte même plus le nombre de demandes entrantes qu'on a chez Kerd en nous disant tiens, un tel concurrent a fait ça, on veut la même chose demain. Première réponse qu'on leur fait, c'est assez brutal, c'est de dire non, on va faire différemment parce qu'on ne va pas pouvoir se différencier, on ne va pas pouvoir se démarquer, on ne va pas pouvoir créer d'expérience si on ne fait que répliquer ce que fait tout le monde. Mais ça, au final, c'est une chance. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'entreprises qui se copient, notamment dans le e-commerce, en termes d'expérience client, en termes de branding. Elles sont parfois des copies très proches. Ouais, on n'arrive pas à les différencier, quoi. On n'arrive pas à les différencier. Donc, le seul moyen de taper fort, ça va être de miser sur une expérience client démarquante. Et donc certainement pas d'aller répliquer la stratégie du voisin. Parlons un petit peu maintenant de ShipUp parce que tu as été cliente chez ShipUp quand on était à l'époque. Moi, je suis arrivé il y a 6 ans, j'étais le premier salarié, on n'était même pas une dizaine quand je t'ai rencontré. Aujourd'hui, tu vois, tu as lancé du ShipUp un petit peu partout sur des marques françaises, des DNVB ou des marques un petit peu plus établies. C'est quoi l'avantage pour un e-commerçant de se dire tiens, je vais investir dans le suivi de colis en temps réel pour être proactif avec mon consommateur final? C'est quoi vraiment le bénéfice j'ai plusieurs questions du coup. Le bénéfice pour le client final, mais également le bénéfice pour l'e-commerçant. Alors, pour l'e-commerçant, même si au final ça va répondre au client final, c'est la proactivité. C'est aujourd'hui, dans toutes les études qu'on peut voir sortir sur l'expérience client, sur la relation client, on voit que la proactivité commence à prendre une part assez forte dans les stratégies. Et pourquoi ? Tout simplement pour apporter toujours plus d'effets waouh, comme on mentionnait tout à l'heure, et surtout pour se remettre au niveau d'une relation client et d'une expérience client suffisamment solide pour accompagner des enjeux business. Aujourd'hui, on ne peut pas se dire qu'en 2024, c'est encore un client de nous rapporter des incidents logistiques qu'on a potentiellement nous identifiés ou des soucis sur une commande parce qu'elle part en retard. Ça paraît parfaitement incompatible avec les attentes des consommateurs aujourd'hui. Tu prêches un convaincu, hein. Mais malheureusement, c'est encore le cas très souvent. Enfin, moi, il m'arrive encore de commander beaucoup de choses sur Internet et je suis parfois choqué de me dire que c'est à moi de faire le job du conseiller clientèle et d'aller rapporter mon problème, d'aller contacter la marque, prendre du temps pour ça et lui expliquer ce qui ne va pas. Mais en 2024, avec la technologie dont on dispose, ça paraît absolument incohérent. Donc oui, ça permet quoi ? Ça permet la proactivité. Cette proactivité permet d'aller répondre à de nouveaux enjeux business.
Et surtout, d'un point de vue marque, c'est des économies considérables, notamment sur les taux de contact. C'est-à-dire, moi, je travaille dans un certain nombre d'e-commerçants et j'ai toujours été impressionné du volume de contacts liés à des incidents logistiques qui entraient dans la relation client. C'est-à-dire que si on arrivait à débarrasser nos conseillers clientèle de ces sujets-là qui sont chronophages, quoi. Ultra chronophages, qui ne sont pas forcément très intéressants sur le long terme. Si on arrivait à sortir tout ça de la relation client pour se concentrer justement, comme on le disait tout à l'heure, sur la transformation des prospects, par exemple, sur la fidélisation des clients existants, ça serait encore une fois un levier à exploiter. Donc ça va permettre ça, un outil comme ShipUp, c'est ça, c'est la proactivité, c'est la réduction des taux de contact par cette même proactivité. La réduction des taux de contact, elle va nous permettre quoi ? Des économies, elle va nous permettre de libérer plus de ressources également dans la relation client pour travailler des sujets un peu plus sensibles. Et surtout, ça vient tout simplement nous permettre de se mettre au moins aux normes face aux attentes des consommateurs aujourd'hui sur le e-commerce. Ouais, c'est certain. Et d'ailleurs, moi aussi, j'ai un petit effet waouh d'un client qui a lancé ShipUp. Je cite toujours cet exemple. Il n'y a pas plus tard que, je crois, 3 semaines, j'ai fait un talk avec Nosto au Ritz, donc super bel endroit. Et en fait, il y a un e-commerçant chez ShipUp qui est une célèbre marque de sport qui, en fait, tu vois, pendant les incidents de livraison, eux, ils vont expédier des notifications en ajoutant à l'intérieur de ces notifications des exercices de relaxation pour le consommateur final. Moi, ça me fait marrer parce que c'est vraiment dans l'univers de la marque. Tu crois que c'est un nouveau canal de communication, mais leur objectif, et tu l'as très bien dit, c'est de se dire ça coûte quand même très cher aujourd'hui et surtout en France de traiter des problématiques de colis de Monsieur Dupont est arrivé au pick-up point, j'ai un taux de contact entrant entre 1,50€ et peut-être 2€. On peut quand même l'automatiser d'une manière extrêmement habile tout en gardant l'univers de la marque. Mais surtout, moi je suis intimement convaincu que ça contribue au bien-être des agents du service client parce que ça valorise leur travail. Ils ne vont pas avoir l'impression de faire quelque chose qui est aliénisant, qui est toujours la même chose, à peu de valeur ajoutée. Donc en déchargeant en fait ces taux de contact chronophages, ils vont pouvoir l'investir sur les clients qui ont des vraies problématiques de livraison et là où vous allez pouvoir en tirer en fait une vraie valeur ajoutée derrière quoi, pour le coup. Clairement, et puis ça permet encore une fois une cohésion d'équipe. Si on arrive via ces outils à développer de nouvelles approches, de nouvelles stratégies, c'est ultra valorisant pour les collaborateurs derrière aussi et ça va se ressentir sur les clients derrière. Donc c'est un hybride presque entre effectivement cette technologie et tout ce que le e-commerçant peut faire derrière avec au sein même de ses équipes. Du coup, si on parle un petit peu de l'aspect KPI, parce qu'il faut toujours passer par les KPI, c'est quoi, on va dire, peut-être qu'il y en a plus, peut-être qu'il y en a moins, mais pour toi, c'est quoi les 3 principales KPI à surveiller quand on est Head of Customer Care? Alors, je dirais que ça, effectivement, donc ça dépend de qui va le demander, à quel niveau. Ouais, est-ce que c'est la même pour toutes les marques ou pas? On verra un petit peu. C'est une très bonne question, mais c'est vrai que des KPI pour la relation client, ils vont devoir s'adapter à la personne qui le demande. Donc là, si on prend le cas du Head of Care, lui, ce qui va l'intéresser, si il souhaite se mettre aux normes par rapport aux attentes actuelles des consommateurs, ça va être quoi? Ça va être déjà la base, la satisfaction client, c'est comment on va mesurer la satisfaction client. Et ce qu'on pourrait lui recommander, c'est comment la segmenter aussi. C'est-à-dire, c'est bien d'avoir une CSAT, par exemple, à 92%. Si demain, on a envie d'aller faire un peu plus, où est-ce qu'on doit aller chercher? Donc, pourquoi pas la segmenter avec une CSAT prospect, une CSAT client, peut-être une CSAT logistique. D'ailleurs, on l'avait fait chez Cheers. On calculait une CSAT uniquement pour le post-achat sur les incidents logistiques. Et ce qui nous permettait de voir justement l'impact d'une solution comme ShipUp sur la fidélisation, sur la satisfaction. Donc, ça va être cette fameuse CSAT à segmenter. Ça va être des indicateurs qui sont historiques, mais qui doivent être un peu revisités, je dirais, comme par exemple le taux de résolution au premier contact. Ouais. On a vu énormément d'engouement autour de ce KPI-là ces dernières années, sauf qu'au final, on est tombé dans un piège où on veut le couper très vite et apporter une réponse qui est totalement à l'ouest juste pour clore le ticket, quoi. Mais ça énerve. Moi, quand les e-commerçants me font ça, et ils m'obligent à recréer un ticket derrière, ça me tend. Surtout que le e-commerçant se tire une balle dans le pied, puisque tout ça va recréer un deuxième message. Et ça fausse les KPI en plus. Ça fausse les KPI, on a l'impression de bien faire parce qu'on a répondu très vite, sauf que derrière, on peut regarder du coup un nouvel indicateur qui est le taux de recontact suite au premier ticket. C'est le taux de réouverture d'un ticket, c'est-à-dire combien de fois une personne va me
va devoir me ressolliciter parce que j'étais beaucoup trop rapide. Et celle-là, j'imagine qu'elle doit être la plus basse possible parce que si elle est haute. Évidemment. Ouais. Et alors, non seulement elle doit être basse pour satisfaire le client, mais aussi pour éviter que le e-commerçant se retrouve avec un backlog de tickets à réouvert en plus de son flux entrant. Ça peut vite devenir catastrophique. Mais ça, c'est quelque chose qu'on voit très souvent quand on a des marques qui viennent nous solliciter, notamment pour des audits, et qui nous mentionnent avec fierté un taux de résolution en seulement quelques heures. Souvent, ça cache quelque chose, et c'est ce fameux taux de réouverture. Et un deuxième point qui est intéressant à regarder, c'est dans les taux de réponse, par exemple. On voit beaucoup de marques qui se vantent de 2 ou 3 heures de temps de réponse. Et au final, quand on regarde tout ce qui se passe suite au premier message, on parle plutôt de quelques jours. Ouais. Donc, c'est-à-dire un effet waouh à la première réponse, et ensuite, on tombe... Ouais, grosso modo, il faut pas pousser bébé dans les orties, mais il faut prendre le temps de bien comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour apporter le plus de valeur dans la première réponse, pour pas que le client, en fait, recrée un ticket. Parce que là, le coût de ce traitement, en fait, on le voit pas, mais il explose. Ça doit être comme une creuse de hockey parce qu'en fait, il est de plus en plus impatient. On clôt des tickets, on n'a pas la réponse. La couscoussière, elle commence à monter. Et au final, moi, je parle d'expérience que j'ai vécue. Au final, moi, ça m'énerve encore plus que parfois même je laisse tomber parce que je me dis, ils ont rien compris, quoi. C'est pour ça que nous, on recommande aux entreprises de calculer, certes, ce qu'on appelle le coût par contact, et tu l'as mentionné tout à l'heure. On leur recommande maintenant de plutôt réfléchir à un coût par résolution. Et justement, pour prendre tout ça en compte, toutes ces réouvertures, toutes ces incompréhensions, tout cet effet ping-pong entre le client et la marque, tout ça aujourd'hui a un coût qui est considérable. Et le regarder au global via le coût d'une résolution permet justement de mettre en place ces stratégies derrière ensuite. Ok, donc du coup, si je résume, il y a la CSAT, il y a le temps de résolution. Il y a également peut-être, j'imagine, une métrique qui est très surveillée par les e-commerçants, le NPS, le Net Promoter Score, parce qu'on sait que diverses analyses, je crois que c'est la Harvard Business School qui nous a dit que si on augmentait de 1 ou 2 points, je ne me souviens plus exactement de combien, le NPS, ça permettait d'augmenter les ventes de 20 à 30%. Est-ce que tu le vois ça chez les e-commerçants ? Ah oui, nous, une des stratégies qu'on implémente très souvent, c'est des parcours dédiés pour les passifs. C'est-à-dire, dans le NPS, on a les détracteurs, on a les passifs et on a les ambassadeurs. Exactement. Ou les promoteurs, en fonction du vocabulaire. Donc, ces segments ont tous des enjeux. Donc, l'ambassadeur, le promoteur, lui, tout va bien, il est très content, il va très certainement refaire un achat. Ouais. Le passif, il n'est pas forcément oui ni non, content, le passif. il n'est pas non plus ravi du service. Donc là, on peut se dire que d'un point de vue rétention, on va avoir un petit souci. Et surtout qu'au moindre incident à l'avenir, il va couper. On ne le verra plus. Donc là, l'idée, c'est de se dire, OK, comment on peut travailler ce segment-là qui a peut-être simplement besoin d'être réassuré, qui a peut-être besoin de vivre 1 ou 2 effets waouh pour les ré-onboarder dans le business et qui à terme deviennent des promoteurs. Et ensuite, les détracteurs, pareil, il y a beaucoup de choses à faire avec eux. Et le gros souci du NPS, qui est effectivement un indicateur très important dans l'e-commerce, c'est de l'exploiter. Parce que beaucoup d'entreprises collectent du feedback NPS sans forcément avoir de stratégie derrière. Là, la meilleure stratégie et qui peut se lancer en seulement quelques semaines, c'est par exemple un parcours, du touchpoint sur les passifs, justement, plutôt que de collecter éternellement tous ces avis et de ne pas en faire grand-chose, si ce n'est qu'une petite mention dans un codir. Ouais, c'est clair. On a parlé beaucoup de la satisfaction client, on vient de parler du NPS, mais il y a également quelque chose qu'il ne faut pas minorer, c'est que sur 100% de vos ventes ou sur 100% de vos clients, vous allez toujours fatalement, et c'est normal, avoir du churn. Donc est-ce que également, via Kern, tu arrives à apporter une valeur sur comment on va formaliser ce churn, qu'est-ce que ça veut concrètement dire, et comment on va le traiter pour, pourquoi pas, peut-être dans un avenir qui est lointain, proche ou j'en sais rien, venir essayer de réactiver cette base qui est morte, on peut le dire, mais comment on va pouvoir les réveiller, quoi, parce que s'ils ont acheté une fois, ils peuvent être pas contents parce qu'une livraison s'est mal passée, donc ils ont churn, mais tu vois, on peut peut-être les réactiver d'une manière habile. Est-ce que vous apportez également cette stratégie ? Alors, c'est intéressant ce que tu dis parce que tu parles de réactiver, de réveiller. Ouais. Et je pense que c'est peut-être reconquérir. C'est ça, mais en fait, le plus important, c'est tout simplement de faire en sorte qu'ils ne se désactivent pas, qu'ils ne s'endorment pas et qu'ils restent actifs dans le business. Donc, c'est au lieu de faire, comme on a pu le voir ces dernières années, notamment dans les DMVB, des stratégies qu'on appelait de win-back, c'est-à-dire, comme tu viens de le mentionner, de reconquête de ces clients perdus.
pourquoi pas essayer d'être un peu plus proactif, de détecter en amont, et notamment via la data, quels sont les clients potentiellement sensibles. Tout à l'heure, on parlait du NPS, c'est un exemple parfait. Une DMVB qui fonctionne par abonnement ou un e-commerçant qui souhaite fidéliser ses clients, la meilleure chose à faire, ça va peut-être être de faire un peu de proactivité sur sa base de clients passifs qu'il aura pu identifier via le NPS, ou tout simplement en identifiant aussi sur les data historiques du churn, quels sont les motifs de contact, à quel moment dans le cycle de vie du client il apparaît, pour ensuite mettre en place des actions proactives dessus. Donc je pense que le plus important effectivement c'est de maintenir une base éveillée et pas devoir ensuite aller la chercher plus tard, et ça peut vite coûter cher, ça peut vite être trop tard, puisque une fois que le client est désactivé, il a largement le temps d'aller bencher d'autres concurrents. Et donc c'est en permanence venir apporter de la valeur, venir apporter de la réassurance, et ça, le meilleur moyen de le faire, c'est de la data, et c'est d'investir aussi dans des outils qui permettent justement cette proactivité. Est-ce que la finalité en fait de agréger toute cette data, connaître le NPS du client, ça serait pas de finir sur une espèce de scorecard du consommateur pour se dire là il a un certain nombre de points, on a peut-être une prévention de churn, et par rapport à ce que tu me dis, ça serait de venir envoyer une stratégie qui va venir contrecarrer en fait le churn potentiel, si je comprends bien. C'est exactement ça, et donc là c'est pas exploiter une data existante, c'est créer une data. Tu parlais d'une scorecard, effectivement, on peut appeler ça un feed score, c'est-à-dire je fais rentrer des clients dans mon business via différents canaux d'acquisition. Est-ce qu'aujourd'hui il n'y aurait pas des différences en termes de rétention en fonction de ces canaux d'acquisition? On pourrait donc imposer un Customer Fit Score en fonction des canaux d'acquisition, par exemple, et de se dire que certains scores sont faibles et vont nécessiter une certaine proactivité, vont nécessiter peut-être un re-onboarding, puisque la data nous prouve que jusqu'à présent, ils ont peut-être été un peu moins performants sur la fidélisation. Donc effectivement, la mise en place de ce type de stratégie est ultra intéressante, parce que déjà, elle nous force à connaître nos clients, elle va nous forcer à créer de nouvelles sources de data et à les exploiter. Ce qui est parfois le wake-up call, on va dire, des e-commerçants, c'est de se dire, ok, j'avais jamais pensé à regarder ces chiffres-là, notamment sur la rétention des personnes qui viennent de découvrir mon service. Si on fait un focus juste sur ce segment-là, on se rend compte que c'est parfois assez alarmant, parce qu'ils n'ont pas été suffisamment onboardés dans l'univers de la marque, ils n'ont pas compris le produit. Donc si c'est un produit qui s'est placé comme étant un peu plus premium et qu'on n'arrive pas à percevoir ce premium, on a un gros problème de rétention sur ces nouveaux arrivants. Et donc le feed score peut nous aider, et la proactivité va bien évidemment nous aider à adresser du coup tous ces sujets. Ça a l'air d'être un sujet qui te passionne. Enfin, moi j'en suis certain parce que je te connais depuis longtemps, encore une fois. C'est quoi ta vision long terme pour Cairn? Qu'est-ce que tu veux accomplir vraiment avec Cairn? Alors, toujours être déjà en phase avec ce qui va arriver demain dans la relation client, parce que c'est ce qui est un vrai challenge en soi, juste ça. C'est ça. Et en fait, ça change tellement, ça demande parfois des transformations en interne qui sont radicales, qui sont coûteuses, qui peuvent être longues. Donc l'idée, c'est de se dire comment anticiper, comment essayer de faire le premier pas vers ce nouveau monde de la relation client, et être prêt le plus en amont possible. Donc ça va être de toujours comprendre ce qui se passe sur le terrain et d'anticiper quels seront les prochains mouvements. Donc vraiment imaginer la relation client de demain et travailler dessus dès maintenant. Donc ça c'est vraiment notre raison d'être, et c'est de toujours faire preuve de cette audace, hein, parce que je pense qu'on peut vraiment appeler ça de l'audace parfois, pour implémenter justement des stratégies qui soient suffisamment démarquantes, déjà pour faire parler d'elles. On a notamment en interne beaucoup de nos consultants qui ont contribué à des projets pour faire remporter des compétitions type CaliWeb, hein, donc c'est les élections sur les meilleures relations clients de l'année. Et donc c'est ça, c'est toujours trouver cette énergie, cette créativité pour répondre avec audace aux enjeux actuels sur la relation client et l'expérience client. Et du coup, ça va être une question plutôt pour nos e-commerçants qui se posent la question du coup de recruter un Head of Customer Care. Si tu avais quelques conseils à donner sur un poste Head of Customer Care, c'est quoi tes best conseils à suivre? Alors, je pense que le meilleur, si on devait en choisir un, c'est de piloter son activité comme s'il pilotait un business, c'est-à-dire pas venir forcément aller chercher que des enjeux opérationnels sur la productivité, sur la maîtrise d'un point de contact. C'est très bien, il faut y penser bien évidemment, mais c'est vraiment de se dire qu'aujourd'hui le monde a changé, la relation client doit répondre à des normes qui sont de plus en plus hautes, et le business, on parlait de rétention, on parlait d'anti-churn tout à l'heure, le business attend des actions concrètes sur ces sujets-là. Donc l'idée c'est de se dire en tant que Head of Care,
moderne et en phase avec ce qui se passe aujourd'hui, comment je peux contribuer à ça? Comment je peux rapprocher mes équipes des enjeux business? Comment je peux créer de nouveaux leviers que le CEO pourra exploiter pour aller chercher plus de transfo, pour aller chercher plus de rétention? Donc et ça, le meilleur moyen de le faire, c'est peut-être de se considérer, nous, Customer Care, comme un business. On doit apporter un service à notre propre entreprise qui consiste à l'aider à grandir. En fait, c'est comme si on était une agence presque de growth, de sales. Enfin, c'est comment apporter des réponses concrètes à des enjeux business qui sont aujourd'hui très sensibles. Ok. Écoute, on a beaucoup parlé de la customer, de la CSAT, de qu'est-ce qu'on peut faire pour créer des parcours mémorables à effet wow pour les clients finaux. Je te remercie pour le temps que tu nous as accordé et j'espère qu'on aura l'occasion de relancer un ship-up ou de faire une autre conférence ensemble sur l'importance de l'expérience client dans son ensemble. C'était un vrai plaisir de te recevoir, Geoffrey, et à la prochaine. À très bientôt.